grande partie de la mythologie nordique est surtout d'origine scandinave. Elle trouve ses origines dans une tradition orale et offre un reflet des peuples parmi lesquels elle s'est développée. Véhiculés à travers le temps, les mythes sur la création du monde s'inspirent souvent des mondes habités. Lorsque les conditions de vie sont rudes, l'accent est mis sur les qualités nécessaires pour la survie. Les légendes des dieux nordiques racontent surtout des actions de puissance et des comportements tout à fait humains. Quand on est à la recherche de traces sur la mythologie nordique, il peut être utile de commencer ses recherches dans un pub islandais. Vous avez beaucoup de touristes en Islande? Mest fáum við Skandinava. Þeir eru mjög áberandi. Það er svona 90% af þeim. Oui, l'Islande est devenue très fréquentée, surtout par les Scandinaves et les Anglais. On n'a pas encore accueilli beaucoup de Français, peut-être parce que le voyage est plus compliqué pour eux. Et des Japonais. Nous voyons des Américains, des Japonais, mais ce sont principalement des Scandinaves. Ils viennent chercher un peu leur histoire alors. Leur histoire, notre histoire, c'est surtout l'ambiance et l'héritage partagé. Ce pub, par exemple, c'est très vivant. Et en même temps, c'est libre. On n'impose pas de longs programmes au public. On leur sert un bon repas. On peut suivre le spectacle si on veut, c'est très gai. Surtout avec les Scandinaves qui savent s'amuser. Est-ce que ce sont les Vikings qu'ils cherchent? Oui, sans doute. Mais ce qu'ils trouvent, c'est qu'ici nous avons des conditions démographiques plus proches de l'époque nordique. Des sagas, peu de gens, un climat très rude, des paysages d'une grande beauté sans les tâches de l'industrie. Et ils viennent ici en explorateurs, un peu en viking si vous voulez, à la recherche de nouvelles terres. Ici on trouve l'évidence d'une culture orale très riche qu'on a eu le temps d'écrire avant l'arrivée du Moyen-Âge, qui étouffait tant d'éléments culturels en Europe. Les sources orales des légendes nordiques sont évidemment perdues, mais les études les plus récentes nous laissent penser que les poèmes eux-mêmes étaient répandus très tôt parmi les peuples germaniques qui habitaient les grandes forêts à l'est du Rhin, et par les Scandinaves. À partir du XIIe siècle, c'est-à-dire après l'arrivée du christianisme, qui véhicula l'écriture en alphabet latin, les versions écrites des traditions orales commençaient à se répandre. Au XIIIe siècle, l'érudit et homme d'État Snorri Sturluson reprend les mythes nordiques anciens et les rend plus compréhensibles. Il explique les curieuses figures de style qu'employaient les skalds, conteurs traditionnels de ces poésies anciennes.
C'est la naissance de l'Edda en prose, à partir duquel va s'établir une grande partie de la culture nordique. En Islande, cette culture ancienne a été très bien intégrée. De nos jours, certains artistes en revendiquent même les valeurs et n'hésitent pas à les transmettre au travers de leurs œuvres. Monsieur Thorsen, vous vivez en plein cœur de l'Islande. Au XXIe siècle, que reste-t-il ici de la culture nordique d'origine? Il en reste beaucoup de traces. L'Islande a vite été isolée, et ce de façon radicale. Parce que l'Europe était en gestation à cette époque. Disons il y a 1000 ans. Par exemple, un pays comme l'Allemagne n'existe pas. Elle est composée d'une myriade de petits États. C'est la même chose pour la France, pour la Norvège et la Suède. Ces nations étaient en train de se constituer pendant que nous vivions ici, isolés au milieu de l'océan, luttant contre une nature particulièrement hostile. C'est en effet cette isolation qui a sauvé notre héritage, parce que les Islandais se nourrissaient de leurs vieilles histoires et légendes. La plupart des étrangers n'ont qu'un seul mot pour le décrire, c'est viking, mais c'est une erreur. Il s'agissait en réalité de la culture nordique que nous avions en commun avec les tribus germaniques de l'époque. Elle a survécu ici assez longtemps pour être transformée en écriture comme un héritage. Ces écrits et cet héritage ont survécu assez longtemps pour que nous puissions aujourd'hui nous faire une idée précise des mythes de la création nordique. Aux origines, avant l'existence des hommes, il y avait un néant, un abysse, le Ginnungagap, avec au nord Niflheim, le royaume du froid et des ténèbres. Une brume glaciale sortait de Vergelmir, un grand puits froid. Au sud de l'abysse se trouvait Mulpishheim, le royaume du feu et des flammes. Les brumes sorties de Vergelmir se condensaient, formant ainsi le fleuve multiple, Elivagar, qui coulait dans l'abysse Ginnungagap et le remplissait de glace. Pendant ce temps, des cendres et des braises provenant de Mulpishheim tombaient aussi dans Ginnungagap. De cette fusion du chaud et du froid naquirent deux êtres gigantesques, une vache du nom d'Odumbla et un géant, Ymir. Odumbla léchait la glace salée des rochers, tandis qu'Ymir s'abreuvait aux mamelles de la vache. Au troisième jour, grâce à la chaleur dégagée par Odumbla, naquit un homme appelé Buri. S'accouplant avec les éléments naturels, celui-ci donna naissance à un premier fils qui s'appelait Bord.
la dynastie des As put ainsi voir le jour. De celle-ci descendirent Odin, Vili et Vé. Parmi bien d'autres êtres surnaturels et forts, comme devaient l'être les dieux d'un peuple toujours en lutte avec les éléments. Lors de la création du monde, les trois Nornes, Urd, Verdandi et Skuld, furent chargés respectivement du destin, du présent et de l'avenir. Ymir, pour sa part, fut le géniteur des géants qui naquirent de la sueur coulant de son aisselle gauche. Les premiers dieux firent la guerre aux géants. Odin, destiné par Urd à devenir le fondateur de la création humaine, aidé par ses deux frères, Vili et Vé, devait tuer le géant primordial Ymir afin d'utiliser son corps comme fondement du monde des humains. Il y eut tant de sang que toute la race des géants de glace fut noyée, excepté un, Bergelmir, rescapé avec le reste de sa famille. Le sang d'Ymir devint la mer, son crâne, le ciel, ses os, les montagnes, son cerveau, les nuages. Ses sourcils firent un rempart contre les régions hostiles environnantes. Avec les restes d'Ymir, Odin et ses frères placèrent ensuite les lacs, les mers et le ciel. Ils installèrent les nains, Austri, Vesti, Nordi et Sudi, aux quatre coins pour soutenir la voûte céleste. Les trois dieux saisirent des étincelles et des braises ardentes s'échappant de Muspel. Ils en firent le soleil, la lune et les étoiles qu'ils fixèrent à leur place. Ils tracèrent aussi leur route. La terre était ronde et encerclée par une profonde mer. Yggdrasil, le gigantesque frêne, toujours vert, était le centre de l'univers. Il remplissait le monde connu, prenant racine non seulement dans les profondeurs de Niflheim, mais aussi à Midgard, le monde des hommes, et Asgard, le royaume des dieux qui était situé au-dessus. Ses branches les plus hautes touchaient le ciel, tandis que les racines les plus basses atteignaient les portes du royaume des morts. L'une de ces racines prenait naissance dans la fontaine de la sagesse, jalousement gardée par le dieu Mimir. Entre Asgard et Midgard fut établi un pont de feu, Bifrost ou arc-en-ciel, qui devait lier le monde des dieux à celui des humains. Un jour, se promenant sur le bord de mer de Midgard, Odin et ses frères trouvèrent deux troncs d'arbres jetés sur la plage cosmique à l'aube des temps. Avec le frêne, Odin créa le premier homme qui s'appelait Askr. Avec le sarment de vigne, ses jeunes frères formèrent Embla, qui, suivant la mythologie nordique, fut la première femme de l'humanité. La Scandinavie, avec ses spectaculaires cieux électriques, ses déserts glacés et ses sources bouillonnantes, ne pouvait être habitée que par des esprits. Dans le rude environnement du nord de l'Europe, il fallait être très fort et endurant pour survivre aux rigueurs d'un climat impitoyable. Les personnages qui se manifestaient à travers les forces mystérieuses de la nature ne pouvaient être que des héros redoutables, doués de capacités surnaturelles. Issus des mythes les plus répandus, nous découvrons que les hommes cohabitaient avec les dieux. À Midgard, les nains et les géants menaçants étaient une source constamment renouvelée d'adversaires terrifiants. Asgard, le monde de l'au-delà, est lui habité par les As, l'une des deux branches des dieux. Ces dieux guerriers sont adorés par les héros et les rois. À l'image des Scandinaves, ils sont animés de sentiments humains, car bien que divins, ils demeurent mortels. Odin est leur chef. En tant que père tout-puissant, c'est le plus sage et le plus respecté de tous les dieux. Balder, son fils, est connu pour sa gentillesse, son éloquence et sa sagesse. C'est un dieu bienveillant, protégé dès sa naissance par sa mère Frigg. Elle demande à tout être dans le monde de ne jamais lui faire de mal.
mais elle oublie un être vivant, le gui, qui n'est pas une plante trouvée sur la terre puisqu'elle vit dans les rames des arbres. Quant à Loki, celui par qui le mal arrive, il est connu comme l'espiègle ou bien le père des mensonges. Il sait changer d'apparence pour mieux accomplir ses tours. On discute beaucoup quant au genre de Loki. On pense bien qu'il est androgyne puisqu'il peut mettre bas des enfants, des animaux et même des créatures surnaturelles. Il agit de manière très ambiguë, proférant des conseils à un moment et empêchant d'agir tout de suite après. L'autre branche des dieux, la tribu des Vannes, est constituée des divinités de la richesse, de la fécondité et de la santé. Les trois principaux, Njörd et les jumeaux Freyr et Freyja, sont de bons esprits. Ils nourrissent la terre, les mers et dispensent le beau temps. Les Nordiques ont longtemps pensé que les divinités du monde supérieur décidaient de leur avenir. Faisant confiance à leurs dieux, les habitants attendaient impatiemment l'arrivée des beaux jours, synonyme de verdissement des paysages et renouveau des possibilités de récoltes agricoles. Pays de marins et de pêcheurs, ils n'oublient pas que les criques et les anses abritaient des mouettes protectrices. Elles venaient en aide aux bateaux en détresse, soufflaient des vents favorables et provoquaient des averses estivales. En Islande, la densité de population est l'une des plus faibles au monde. Cela n'empêche pas le pays de conserver soigneusement des documents qui contribuent à renforcer son patrimoine culturel. L'Islande fut jadis colonisée par les Vikings venus de Norvège. Plus tard, l'arrivée du catholicisme ne permit pas de réduire complètement les croyances originelles. Dans certains manuscrits religieux, on faisait encore référence à des personnages issus de la mythologie nordique. Les églises transmettaient le savoir de l'époque et il pouvait arriver que certaines informations soient volontairement ou non omises. Monsieur Thorsen, quel était selon vous le grand avantage de l'ancienne religion ? Je pense qu'une religion comme le christianisme considère l'homme comme le couronnement de la création. Mais ce n'est pas du tout vrai. Il n'est qu'une partie d'un puzzle bien plus vaste, mais c'est parce que cette religion le place si haut qu'il se permet d'exploiter la nature comme il le fait. Il se permet par exemple d'exterminer sans hésiter des espèces animales entières. Les Vikings, eux, n'auraient jamais fait ça. L'idée ne leur en serait pas venue à l'esprit. Ils étaient aussi tellement plus tolérants envers les autres religions. Elles ne les dérangeaient pas. Si quelqu'un était d'un autre avis qu'eux, ils trouvaient ça tout à fait normal. Ils n'allaient pas persécuter les gens et surtout pas les tuer pour cela. Grâce à la lecture des anciens textes et l'étude des sites archéologiques, on a pu cerner la philosophie qui accompagnait les différentes populations du nord de l'Europe. Les divinités dont le caractère est nettement humain sont dominées par Odin et Thor. Toujours prêts à festoyer, les dieux rivalisent et affrontent leurs adversaires dans des aventures dont la scène ressemble au monde des humains. Autant Odin, le chef des dieux, était une divinité complexe et rusée, autant Thor était direct et avait l'esprit pratique. Il était tout autant vénéré qu'Odin. C'est lui qui régnait en maître sur le ciel, à l'aide du tonnerre, de la foudre, des vents et de la pluie. Les Nornes décidaient du destin des humains comme des dieux. Le dieu Odin lui-même n'ignore pas qu'une bataille finale doit opposer les dieux aux géants. Aussi,
Il n'a qu'une idée en tête, réunir à Valhalla les guerriers héroïques avec l'aide des Valkyries qui sont ses messagères. Celles-ci sont chargées de sélectionner les combattants méritants. Elles survolent les champs de bataille sous la forme de charmantes femmes cygnes ou de splendides amazones. Sans remords, Odin choisissait ceux qui devaient mourir au combat, et les hommes, comme aussi les dieux, savaient qu'une fin apocalyptique était pour eux inévitable. Tous les chemins menaient au Ragnarok, le bout du monde, où l'humanité serait entièrement détruite, avant que le cycle de la vie ne revienne et qu'un monde nouveau plus paisible émerge du chaos. Les récits en prose de Snorri Sturluson nous indiquent qu'il existait un monde souterrain dans lequel travaillaient les nains. Les artisans les plus doués et les plus sages du monde nordique travaillent sous la terre dans des grottes parsemées de pierres précieuses. Doués d'une habileté et de connaissances surhumaines, ils confectionnent de merveilleux trésors et talismans pour les dieux et les héros. Certaines de leurs réalisations sont fabuleusement belles, telles le collier de Brisinganem. Créé par 4 nains, il recèle tant de génie qu'il brille telle une constellation d'été autour du cou de Freyja. Il devient l'emblème des fruits du paradis et de la terre. Freyja fabrique des trésors à chaque fois qu'elle pleure. Plus indispensables encore sont les armes des dieux. Mjolnir, le marteau de Thor à effet boomerang, et Gungnir, la lance infaillible d'Odin. Infatigables, les nains sont aussi très imaginatifs. Ils conçoivent un skate volant et pliant pour frère. Le bateau du dieu glisse sur la terre, sur les mers et dans les airs. Il est assez grand pour transporter tous les dieux et une armée entière. D'autres merveilles d'une valeur inestimable, telles les pommes de jouvence, furent créées par la nature. Chez les Scandinaves, la sorcellerie était un art exclusif et précieux, plus proche des chamans que des contes de fées connus de nos jours. Il fallut à Odin, le sorcier par excellence, toute une vie de recherche et de sacrifice pour développer son art. Assoiffé de sagesse et de pouvoir, il parcourt 9 mondes, vêtu d'une cape bleue et d'un chapeau large. Il se fait passer pour un mendiant et récolte la moindre bride d'information qui parvient à ses oreilles. Les corbeaux d'Odin, Hugin et Munin, pensée et mémoire, traversaient l'univers et chuchotaient à leur maître tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Avide de sagesse et de connaissance, Odin sacrifie un de ses yeux pour boire à la fontaine de la sagesse de Mimir. Son œil, ouvert, symbolise le soleil omniscient. Après s'être pendu à l'arbre cosmique, il découvre les secrets de la mort et se fait ressusciter. Dans ses cahiers, Snorri Sturluson fait aussi référence aux sagas des anciens Islandais et à l'expansion des peuples scandinaves connus sous le nom d'ère des Vikings, qui va durer de 793 à 1050. À cette époque, les habitants de l'Ouest naviguent très loin vers les terres d'Irlande, du Groenland ou d'Amérique. Une puissante tradition se forme autour d'Odin, de Thor et de Freyr. Encore épargnés par le christianisme, les aventureux islandais, danois, norvégiens et suédois prennent la mer à la recherche de trésors et de terres. C'est une activité pleine de risques qui leur permet de ramener de gros butins et d'établir des colonies. Mais c'est surtout une source d'honneur et de renommée.
Les guerriers vikings adoraient écouter les exploits d'Odin le Borgne. Le chef des dieux nordiques exerçait une fascination particulière en tant que père des morts. Les vikings qui s'étaient installés en tant que colons, comme fermiers ou commerçants, vénéraient plutôt Thor. Il était très populaire chez les Islandais qui avaient fui le sud de la Norvège pour éviter les comportements dignes d'Odin de certains chefs tels que Éric le Rouge. Monsieur Thorsen, selon vous, qui étaient les Vikings exactement? Víkingar eru auðvitað miklu meira heldur en bara drápsmenn, þeir eru kaupmenn og þeir eru bændur og þeir eru bókmenntamenn. Les Vikings sont bien plus que des brutes assassines. Ce sont des commerçants, des fermiers, des hommes de lettres. Þetta voru listelskir menn. Og mikið af þessari list víkinga víða alveg frábærlega falleg eins og hefur komið fram í. Ils s'intéressaient beaucoup à la poésie et à toutes ces choses. Ils aimaient les arts. Et beaucoup de cet art viking est d'une beauté exceptionnelle, comme l'ont montré les découvertes archéologiques en Norvège, en Suède, en Allemagne et ailleurs. Il y avait des tribus qui vivaient isolées, par exemple en Norvège. Il ressort des sagas que c'était souvent des fils de paysans qui vivaient loin de tout, mais ils avaient des liens extrêmement forts entre eux. Les Vikings étaient-ils les Star Trek de l'époque, en quelque sorte? Voyageurs à la recherche de nouveaux territoires, de butin, d'aventures. Pourtant, il s'agissait de commerçants, d'agriculteurs, d'hommes et de femmes instruits, plutôt que d'aventuriers sanguinaires. Ils s'organisaient généralement en petits groupes ou en équipage et ne se regroupaient que temporairement pour des opérations militaires et commerciales ou des actes de piraterie. Ils pouvaient servir un grand chef pendant un temps, puis s'en séparer, même si à l'occasion ils formèrent des flottes plus importantes pour attaquer la France en 842 ou l'Angleterre en 866. Leurs excellents bateaux leur permirent de dominer les mers et de voyager loin. Explorateurs sans foi ni loi, ce sont aussi des marins hors pair. C'étaient les Irlandais qui se plaignaient le plus des attaques des Vikings. À Roskilde, au Danemark, dans le musée, on restaure les coques de bateaux trouvées çà et là au large des plages nordiques. Nous sommes à Roskilde, au Danemark, près de l'école et le musée des bateaux vikings, dont certains ont été retrouvés dans un fjord situé à une vingtaine de kilomètres d'ici, il y a environ 25 ans. During the early Viking period, Denmark became a state. C'était pendant l'âge viking que le Danemark est devenu un État, un royaume, réunissant une multitude de régions qui auparavant étaient dominées par leurs chefs. And Roskilde town grew up under the protection of this king. Datant de cette époque, Roskilde est l'une des plus anciennes villes du Danemark. En 1997, afin d'agrandir le musée qui n'a plus assez de place pour y exposer ses répliques historiques, on drague le port et on découvre par hasard un nouveau bateau viking. Nous savons que l'un des bateaux retrouvés près d'ici a été construit probablement au Danemark et qu'il est en chêne. Nous savons aussi que c'est un bateau de guerre puisqu'il a de nombreux trous pour les rames, 13 de chaque côté. De plus, nous savons qu'il était équipé de voiles
à cause des petits trous pour les haubans. Il reste un seul élément décoratif que nous pouvons encore discerner. Toute trace de peinture a disparu. Nous n'avons rien des rames, des mâts, des voiles, parce que nous avons récupéré les bateaux au fond de la mer. Quand vous travaillez le chêne, vous pouvez le couper à la hache, en planches très fines et très souples. Si vous dégagez les planches avec une scie, elles casseront. Mais si vous fondez les troncs avec une hache, suivant les anneaux annuels, les planches seront très très souples et ne casseront pas. Grâce aux bateaux, aux reconstitutions et les copies que nous avons reconstruites, nous savons que les Vikings étaient des artisans hors pair pour travailler le bois à la hache. This is the Viking times means of communication, and they were quite good. They did not have electronics, but they. On sait qu'ils savaient voyager loin. C'était le meilleur moyen de communication. À l'époque, voyager par la terre était plutôt difficile, mais les rivières et la mer faisaient office de réseau routier en Europe. Usually say that the Viking period in Scandinavia started around 850 and ended around 1050-1100. On a l'habitude de dire que l'ère des Vikings a commencé autour de 750, pour terminer vers 1050-1100. Ce sont bien sûr des dates sélectionnées par quelques historiens. Tous les gens de l'époque ne s'appelaient pas Vikings, c'est un nom qu'on leur a collé plus tard. Dans le reste de l'Europe, c'était plutôt le commencement du Moyen-Âge. À ce moment-là, nous constatons l'éclosion des pays scandinaves avec l'unification des royaumes, le commerce, l'artisanat, l'art et les conquêtes, tout comme les pays d'Europe plus au sud. Pour ne parler que de l'aspect culturel, cette éclosion était déterminée par l'absorption des pays scandinaves dans la sphère d'influence de la religion chrétienne. Les tonneaux que l'on voit à l'avant du bateau, c'est de la bière? Les Vikings en buvaient déjà? Yes, they drank a kind of ale. Yes, they did, beer. And oui, ils buvaient une forme de bière et de l'hydromel dérivé du miel, avec un goût plus doux. Pour les femmes, je suppose que c'était plus sucré, mais la bière, chaque ferme embrassée, c'est sûr. Je crois que la bière a toujours existé ici, et ils l'ont apportée dans leur bagage partout où ils allaient. Dans l'une des salles du musée, on recrée aussi des copies des différents instruments et matériels utilisés par les Vikings. This is a sled pull from one of the sled from the Osterberg ship, and this is a copy. This is a copy. The original is up in the museum. Ceci est un manche de luge provenant du Husberg. C'est une copie. L'original est au musée. Il m'a fallu une année, à raison de 8 heures par jour et 5 jours par semaine pour en arriver là. C'est très dur, non pas pour les doigts mais pour les yeux, à cause des détails foisonnants et très petits. Quand je suis au travail, on fait venir l'original et je le regarde sans cesse. Bien sûr, je ne peux pas le toucher. Cette copie est faite du bois le plus dur de Norvège. C'est vraiment dense, presque comme un os.
Les traces des Vikings existent bien. Nous voilà rassurés. Ceux-ci auraient sans doute bien apprécié une bonne collation accompagnée d'une bière au pub du coin. Leurs descendants ne se privent pas de ce menu plaisir. Si l'empreinte laissée par les Vikings est importante, les mythes dans l'esprit des habitants restent toujours très largement associés à leurs merveilleux paysages. En Islande, lorsque le printemps revient, la contemplation est grande. Les larges prairies font le bonheur des cavaliers qui, au petit galop, parcourent ces paysages montagneux et volcaniques. Les peuples nordiques tenaient les chevaux en haute estime, les associant non seulement au pouvoir, mais aussi à la fertilité. Les esprits de la nature qui habitaient les éléments les plus remarquables du paysage n'étaient pas considérés comme des dieux, mais ils avaient le pouvoir de protéger la terre et sa fertilité. Ils étaient censés séjourner dans les rochers, les rivières et autres sites remarquables pour leur beauté. Cette croyance perdurera longtemps, même après la conversion au christianisme. Des sites particulièrement beaux étaient choisis comme décor aux cérémonies de vénération des dieux. Tacite, historien romain, raconte que les Germains ne limitaient pas leur culte aux pratiques domestiques. Ils choisissaient des lieux sacrés dans les forêts. De nombreux Scandinaves, en particulier ceux installés en Islande, choisissaient ces sites naturels. Les sources littéraires parlent de bois et de rochers, censés symboliser les dieux tutélaires. Monsieur Thorsen, que représente pour vous la nature? Hvað náttúran? Þetta náttúrulega aflið í okkur. Il s'agit bien sûr d'une force en nous. C'est la pulsion sexuelle, ce sont les relations humaines. C'est ce que nous transmettons à nos descendants. Víkingum var það mjög, þeim var mjög mikið í mun að skilja eftir gott mannorð. Les Vikings étaient soucieux de laisser une bonne renommée. Til dæmis að náttúran væri alltaf í jafnvægi, þannig að þeir röskuðu ekki því sem Et ils veillaient à ce que l'équilibre de la nature soit préservé, de sorte qu'ils ne l'ont pas perturbé, tellement c'était important pour eux. Það kemur berlega í ljós þegar þeir eru að huga að ökrum sínum, þegar þeir eru að sá. Ça apparaît clairement dans le travail des champs, lors des semailles par exemple. Ils allumaient des feux rituels avant de semer, pendant que les céréales poussaient et au moment des récoltes. Tout cela a une valeur symbolique. Og þetta var gert í Frakklandi alveg eins. On faisait la même chose en France et dans toute l'Europe,
pas seulement dans les pays nordiques, on le trouve partout. Et si j'ose dire, il me semble que le christianisme nous a fait perdre un peu de ce respect pour la nature. Ça me paraît regrettable parce que c'est cela qui compte. Sans que je sois pour autant un obsédé de la nature, j'adore la vie au grand air et j'en profite pleinement. En tant qu'artiste, je considère la nature comme une partie de moi-même. Quelle vision de la vie et de la mort les Vikings avaient-ils? C'était ce respect, aussi bien du prochain que de la vie en général. Ces gens avaient une pensée de la mort complètement différente de la nôtre. Dauðinn var ekki hið endanlega hjá þessu fólki og þeir óttuðust dauðan alls ekki og litu á þetta sem bara part af hinu daglega lífi. La mort n'était pas une fin pour ce peuple. Ils ne la craignaient pas du tout et la considéraient comme faisant partie de leur vie quotidienne. Aux yeux des peuples nordiques, le destin faisait donc partie de leur vie et ne pouvait en aucune manière être évité ou modifié. C'était une chose qu'il fallait affronter sans peur. La mort elle-même, suprême, était déjà programmée pour chacun, et tous se devaient de l'accueillir avec sérénité et consentement. Le Ragnarok était un événement préordonné qui marquait l'apogée du drame cosmique. Pour les Vikings, vivre le meilleur de la vie leur suffisait. Une vie après la vie ne valait pas la vie actuelle. De toute façon, l'univers était fondamentalement fragile et imparfait. Dès le commencement, il avait été assailli de forces destructrices. Les germes de la destinée avaient été semés à l'aube des temps, lorsque le monde et ses premières créatures avaient surgi des violents extrêmes qu'étaient la glace et le feu. Snorri Sturluson, dans ses manuscrits, décrit parfaitement les événements qui devaient précéder le Ragnarok. Il y aura d'abord 3 années durant lesquelles les batailles feront rage à travers le monde. Poussés par la convoitise, les frères s'entretueront. L'hiver sera terrible, la neige viendra dans toutes les directions et les grandes gelées couvriront tout le pays. 3 hivers se succéderont sans soleil. Le loup qui poursuit le soleil finira par l'avaler et chacun sera terrorisé. Il se produira un gigantesque tremblement de terre. Les arbres seront déracinés, les montagnes s'effondreront sur elles-mêmes. Le loup Fenrir et Loki, emprisonnés, en profiteront pour se libérer. Le serpent qui entoure Midgard, pris d'une rage terrible en sortant de l'eau, causera un terrible raz-de-marée qui submergera la terre entière. En dehors des murs d'Asgard, l'hostilité des géants de la glace envers les dieux prend de l'ampleur. L'inévitable aboutissement est déclenché par une série de catastrophes. Loki, catalyseur du mal, engendre 3 monstres terrifiants contre lesquels les dieux ne peuvent rien. Jormungand, un serpent qui est jeté à la mer par Odin et atteint une taille si monstrueuse qu'il encercle Midgard. Il menace tous les marins du monde. Fenrir, un loup géant si terrifiant qu'il doit être attaché jusqu'au cataclysme final où il sera chargé de tuer Odin, le chef des dieux. Enfin, il met au monde avec Angerboda, une géante de la glace, une fille Hel qui devient la maîtresse des enfers. Loki ne bénéficie pas du respect accordé aux véritables divinités.
Cela alimente son amertume et sa méchanceté. Sa fureur et sa jalousie provoquent la mort tragique de Balder, victime en quelque sorte de l'omission de sa mère. Il reçoit une flèche de gui, confectionnée par Loki. C'est à partir de cet événement que le monde sera entraîné dans une course folle vers sa destruction finale. Après le Ragnarok, comme les Nornes l'avaient prédit depuis l'origine, Lif et Liftrasir, vie et avide de vie, qui s'étaient cachés dans l'arbre de l'univers, Yggdrasil, survivent à la catastrophe et repeuplent le nouveau monde qui sort de la mer, tel une île volcanique. Le jeune couple s'abrite dans les branches ensoleillées d'Yggdrasil, le frêne cosmique. Après la purification de la terre par le feu et par l'eau, il descend de l'arbre à l'aube d'un nouvel âge, frais et verdoyant. Cela permet de renouveler le monde. Parmi les grondements et les rugissements des nuages, certains Nordiques croient encore entendre les cavaliers fantômes d'Odin qui traversent le ciel. Dans le nord de l'Europe, aux paysages arides et sauvages, hommes et animaux ont dû s'adapter pour survivre. C'est sur ces terres glacées à la beauté époustouflante, qui revêtent souvent un manteau d'hiver, que les hommes du Nord ont bâti leur monde utilisant au mieux les ressources naturelles de ces sites et construit leurs croyances dans le respect de la nature. Sovet, og så mange du må have.